à cette illustration de champion, puisque vous le voyez, Finals MVP et trophée Larry O'Brien Trophy pour Nikola Jokic. Bien évidemment, illustration signée Jordan, le cofondateur de QI Basket. Les Denver Nuggets qui, je ne sais même plus par où recommencer, ont un incroyable run. Des compléments, surtout Brown et Brown, qui ont été exceptionnels. Je ne parle pas de Jeff Green à dessein. Jérémy me rattrapera sur ce côté-là. La complémentarité folle d'Aaron Gordon. Tu vas me tendre. dans notre système, son apport défensif en playoff de dingue, le two-man game inarrêtable et inarrêté entre Jamal et Jokic, le succès finalement d'une construction par la draft et qui s'est fait petit à petit, et ça c'est quand même quelque chose, Greg parlait de l'aspect affectif, etc. C'est assez inégalable de pouvoir vivre le succès avec un corps drafté et une construction quand même assez longue. Ça c'est vraiment ça ajoute, disons, à notre joie. Jérémy, est-ce que tu veux parler rapidement de notre run de playoff? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, sans peut-être faire les mecs insupportables? Est-ce que c'est possible? Je l'espère. Jérémy, je te laisse la place. Là pour veiller au gras. Je me concentre pour avoir l'air sympa. Non, les Nuggets sont arrivés en playoff, pour faire rapide. On savait que ce serait une des attaques les plus dures à défendre, a priori, de cette campagne. Il y avait vraiment l'interrogation, ok, quel est le vrai niveau défensif des Nuggets? On pouvait se poser la question parce qu'ils avaient été absolument catastrophiques en début de saison, qu'ils avaient été plutôt très bons pendant un mois et demi sur le début d'année, de fin décembre, mais vraiment début janvier à mi-février. Et puis ensuite, on avait vu les Nuggets qui donnaient un peu l'impression de se gérer. D'ailleurs, ça s'est empiré jusqu'au mois d'avril où plus personne ne jouait côté titulaire. Et on s'était demandé au moment d'arriver en playoff, voilà, quel serait le niveau affiché, est-ce qu'ils seraient capables de se remettre au diapason. Et dès le match 1 contre les Wolves, ils ont réalisé une masterclass défensive. On se disait, bon, c'est que les Wolves, c'est qu'un match, mais au final, Denver a été plutôt une bonne défense. Et le duo Jokic-Jamal Murray a réussi vraiment à porter l'équipe suffisamment bien pour que ce soit très très dur à arrêter. Et puis, autre mention, il y avait toujours cette frayeur et qui n'était pas venue de nulle part du banc des Nuggets. Comment trouver une rotation, notamment quand Jokic n'était pas sur le terrain. Il y a eu une solution qui est arrivée en playoff en mettant Aaron Gordon et Jeff Green en tant que 4 et 5. Ça marchait plutôt bien, c'était pas la réponse à tout, mais au final, ça a permis aux Nuggets finalement de passer toute leur série. Ça donne 4-2 pour la série la plus disputée avec les Suns, et sinon c'est du 4-1 ou du 4-0. Donc voilà, campagne assez dominante de la part des Nuggets. Et donc maintenant, au bout c'est le titre, et la question c'est qu'est-ce qui a été fait cet été, et est-ce que les Nuggets reviennent après ce titre en position pour faire le back-to-back? Je pense que ça va être un peu une des questions qu'on va essayer de se poser ce soir. Exactement, tu m'offres la transition parfaite. Du coup, je m'en vais directement du côté des arrivées, des départs et du roster, bien évidemment. Arrivée de Justin Holiday, Jalen Pickett, Julian Strother, Hunter Tyson. Pour ces trois derniers, ce sont des arrivées via la draft. On va en reparler de cette construction et de ces arrivées, de ces ajouts via la draft. Les départs à côté, c'est peut-être là aussi qu'on va faire le plus gros de notre preview. Le départ de Bruce Brown. Malheureusement, les départs de Thomas Bryant, Jeff Green, Ish Smith et Jack White, bien plus anecdotiques. Bien évidemment, nous ne reparlons pas de Jeff Green ce soir, je vous le dis. Plus sérieusement, dans le chat pour lui expliquer que Jeff Green était plutôt correct, voire même bon. Plutôt correct, j'ai fait un dossier long comme mon bras de vidéos d'erreurs défensives de Jeff Green en finale NBA. Je peux vous le ressortir tout de suite. Alors ne me chauffez pas, attention. Non, plus sérieusement, non, tu parlais de repeat, on sait à quel point ça va être une mission compliquée. C'est la seconde fois dans la NBA seulement que la NBA voyait 5 champions différents en 5 ans. Donc on sait que ça va être compliqué, d'autant plus compliqué que la franchise voyait Bruce Brown partir
assez logiquement, hein, c'était attendu, Jérémy, une histoire de dollars qu'on ne pouvait pas lui donner, de gros contrats, de gros salaires qu'on ne pouvait malheureusement pas lui donner. Il est parti du côté d'Indiana, rejoindre un autre passeur de génie en la personne de Tyrese Haliburton. Je sais que Greg est un grand fan. Ça nous fait, nous, GRM, à Denver, un manque très clair défensivement, mais aussi sur le poste de backup point guard. Bah, c'est ça. En fait, les Nuggets avaient quand même un problème qui commençait à être un peu historique de remplaçants à la main. Et ça s'était vraiment empiré bah, avec l'idée que bah, au moment où Jamal Murray revenait, Monte Morris, qui avait repris la main des Nuggets, bah, devait partir. Le seul espoir venait d'un sophomore qui était Bones Island et qui pour moi était tout sauf un meneur de jeu. Et Bruce Brown débarque un peu comme un coup de chance là-dedans, alors que beaucoup le voyaient comme un ailier, voire un 4 dans certaines équipes. Et en fait, lui, il voulait jouer 1-2. Il a eu cette occasion et il a été excellent bah, des deux côtés du terrain. Déjà parce qu'il apportait à Denver une polyvalence défensive qui était vraiment très appréciable. Et offensivement, parce qu'en fait, bah, c'était un peu le second meneur de cette rotation des Nuggets. Et vu qu'il y a beaucoup de stagger qui est fait dédicace à N5 chez les Nuggets. Du coup, soit il était aux côtés de Jokic, soit aux côtés de Jamal Murray, et il partageait vraiment la responsabilité de cette création. Et puis même au global, au scoring, c'était vraiment une solution de choix pour les Nuggets d'avoir un Bruce Brown. On l'a vu à peu près à tous les tours de playoffs, certains matchs où il était un des 2-3 scoreurs les plus importants de Denver sur une ou deux rencontres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, notamment contre le Miami Heat. Là, on se souvient du game 3 ou 4 il me semble, où Ouais. notamment sur le drive, il débloque beaucoup de choses. Hein. C'est aussi dans le profil de jeu en tant qu'arrière, il y avait vraiment des choses intéressantes sur le drive. Et on sait que le drive, c'est un petit peu un des secteurs de jeu qu'on utilise très peu du côté des Nuggets, notamment ball handler, balle en main. Hein. Autant il y a des cuts du côté de Michael Porter Jr., d'Aaron Gordon, beaucoup, même Jamal Murray d'ailleurs. Autant sur le drive vraiment balle en main, en partant comme ça après un écran ou quoi, en sortie d'écran. Peu de monde pouvait le faire. Bruce Brown nous a vachement débloqué là-dessus et c'est un truc qu'on perd forcément un petit peu sur la percussion et puis sur la rotation playoff de 8, voilà, 7-8 joueurs. Ça nous fait un joueur en main. Christian Brown est pressenti pour step up et prendre sa place. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? C'est vrai que le rookie, on l'avait drafté exprès parce qu'il était assez NBA ready, prêt à apporter, et on l'a vu, il a eu des très bonnes minutes en playoff. Est-ce que tu crois vraiment à ce remplacement? Est-ce que tu penses que ça va le faire malgré tout vis-à-vis de ce plan de remplacement du côté des Nuggets? Bah moi, je suis un petit peu sceptique parce qu'en fait, j'ai l'impression que autant, alors effectivement, Bruce Brown, mais aussi Jeff Green, je suis désolé, c'était deux joueurs de ta rotation. Et en fait, les remplacements que tu as fait pendant l'été, il n'y en a aucun qui vraiment remplace les skill sets de ces deux joueurs. C'est-à-dire que t'as pas on va dire, d'arrière un petit peu qui te permet de faire du drive comme Bruce Brown le faisait. Et tu récupères pas une sorte de d'ailier intérieur qui te permettent d'apporter du muscle et de suppléer au pivot des Nuggets, à savoir que quand même le pivot remplaçant actuellement des Nuggets, c'est DeAndre Jordan. Donc moi en l'état, bah, je pense qu'on le sait, hein, l'idée de Denver, c'est la formation. En atteste d'ailleurs le fait que tous les remplacements, hormis Justin Holiday, soient des joueurs draftés. Et donc c'est l'idée en fait, on va remplacer les qualités qu'on a perdues, pas par des qualités équivalentes, mais par d'autres qualités. Et on va espérer que on trouve des solutions et en s'appuyant sur le fait quand même que le 5 de départ des Nuggets est très complet et qu'il y a des joueurs derrière comme Christian Brown, comme Peyton Watson qui sont un petit peu considérés comme à fort potentiel et qui pourraient effectivement step up. En fait, c'est vraiment un pari, c'est est-ce que C'est ces ça. nouvelles compétences vont permettre de suppléer à celles qu'on a perdues, quoi. C'est ce que j'allais dire, pari risqué. Bon, on donne un petit peu moins la parole à Greg et tu interviens si tu as C'est des normal, c'est questions. normal. N'hésite pas, bien évidemment, il est beaucoup Non, mais plus. j'espionne, En vrai, c'est très instructif. C'est bizarre parce que moi, par exemple, j'avais l'image d'un Jeff Green qui rendait vraiment des services. Et Moi pour le aussi. coup, là, je tombe un peu de haut. Moi aussi. C'est un débat à l'intérieur de la fanbase. Je suis peut-être le D'accord, plus ok. véhément sur Jeff Green, pour être tout à fait honnête. Après, sur Bruce Brown, moi, je suis tombé sous le charme de ce joueur qui coche beaucoup de cases dans mon cahier des charges de chouchou la saison passée. Je suis ravi qu'il rejoigne les Pacers, qui est une franchise que j'ai toujours bien aimée. Mais là, cette saison, c'est
c'est carrément une des franchises que je vais suivre à côté des Suns. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous le dites avec le prisme de fans des Nuggets qui parlent entre eux. Mais ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est qu'en fait, une des choses qui vous bloque dans le développement ou en tout cas dans le fait de penser les plays des départs, c'est le fait que votre franchise soit à Denver et que ça ne rende pas le projet attractif. En tout cas, ça pèse sur l'attractivité du projet dans la free agency et que peut-être effectivement, si vous ne draftez pas bien, vous vous retrouvez avec une épine dans le pied qui est celle du fait d'être à Denver, donc dans la montagne, etc., dans le grand froid et tout, et de ne pas être suffisamment attractif sur le marché de la free agency pour faire venir des assets qui permettent de remplacer les pièces que vous avez perdues pour des pièces soit d'aussi bonne qualité, soit de meilleure qualité. Et le fait de devoir compter sur la formation, c'est vrai que tu comptes sur du potentiel. Donc on rejoint un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure sur DeAndre Ayton, mais finalement, avec DeAndre Ayton, on n'a jamais eu la certitude. Et quand tu te retrouves à devoir compter sur des potentiels, c'est pareil, tu n'as jamais vraiment de certitude. Moi, je vous souhaite de trouver ces certitudes-là dans ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire la plupart du temps des joueurs draftés et des joueurs en développement. Mais c'est vrai que du coup, rien que le départ de Bruce Brown pose beaucoup de questions. Moi, de l'extérieur, je me dis, je ne sais pas si ces Nuggets... j'ai du mal à vous voir, non pas enchaîner les titres. Au contraire, je pense que vous faites partie évidemment des favoris parce que vous avez 2 joueurs extraordinaires et notamment Nikola Jokic. Mais en tout cas, j'ai du mal à vous voir développer le même jeu. Mais après, Mike Malone est capable de c'est peut-être une des questions que j'ai à vous poser, c'est à quel point Mike Malone est-il capable de s'adapter à ce nouvel effectif et à cette nouvelle complémentarité à creuser dans cet effectif-là avec les départs et les arrivées qu'il y a eu, quoi. Non, mais tu fais bien de le souligner. C'est vrai que c'est intéressant l'aspect. Aussi, on ne pense pas vraiment aux assets en termes de FA, de trade, etc. Parce que on sait aussi que la franchise est dans une philosophie assez fermée vis-à-vis de ça, et aussi parce qu'elle paye son attractivité. Tu fais bien de le dire, Greg. Donc c'est vrai qu'on est très axé sur le développement des rookies. Pour revenir à ça, justement, tu parlais de Michael Malone. Moi, je fais tout un paragraphe là-dessus. Alors peut-être avant ça, on va parler un petit peu plus des rookies, de ce qu'ils pourraient apporter exactement dans leur profil. On a 3 rookies principaux, 3 arrivés qui sont Jalen Pickett, Julian Stroughter et Hunter Tyson. Alors les 2 qui seront peut-être plus en vue, ce serait Jalen Pickett et Julian Stroughter pris au premier tour. Hunter Tyson est peut-être un petit peu décalé vis-à-vis de ça. Jalen Pickett, c'est plus un meneur assez atypique. Moi, j'aime beaucoup le style de jeu et j'aime beaucoup l'aspect très très bon sur le pick and roll. C'est un joueur plutôt âgé, qui a fait ses 4 ans, voire même 5 ans d'ailleurs en fac. Il me semble qu'il est un joueur assez mature, très bon sur le pick and roll, à la passe, à la distribution, qui est un petit peu faible sur le shoot potentiellement, mais qui a un style très proche du panier, tout en feinte, en contact physique. Notamment proche du panier, sur le post-up aussi. Voyez un petit peu globalement le style Jimmy Butler dans le style, pas le niveau, encore une fois je précise. Julian Stroughter, lui, il est en train de tout exploser en pré-saison, gros shooter qui est capable sur le spot-up, notamment avec un petit dribble pour trouver un flotteur excellent sur l'efficacité. Alors c'est toujours ça, même si ça pêche un petit peu dans l'attaque du panier, peut-être, il va falloir vérifier ça. C'est des profils intéressants, mais qui se frotte à la problématique Mike Malone. Tu faisais très bien de le souligner, Greg, parce que autant on a une bonne réputation sur les rookies parce qu'on trouve de bons joueurs, etc., à la draft, sur le scouting, etc., autant le développement lui-même dans la franchise, Michael Malone va devoir passer un step, d'autant plus puisque la volonté de Calvin Booth, ce GM, est vraiment d'axer sur on n'a pas les moyens, donc on prend des rookies, on prend des jeunes, très bien, mais il va falloir les développer, les intégrer surtout en fait au plan de jeu. Et ça, Jérémy, on est d'accord que Mike Malone, jusqu'à maintenant en tout cas, ça a été compliqué. Ça a été plutôt compliqué. Quand on est fan de Denver, on a eu l'habitude de voir des joueurs qui nous semblaient être des joueurs qui pouvaient déjà contribuer ou qui avaient le potentiel pour se développer, jouer 8 matchs, 10 matchs, et puis disparaître de la rotation, et puis des fois jouer 15 minutes, puis ne pas jouer le lendemain. Et c'est vrai que c'est rarement le modèle idéal pour mettre un joueur en confiance et aussi pour lui donner la chance en fait de percer la rotation. La difficulté était qu'en fait Denver a une tradition de draft, mais qu'en même temps l'équipe était compétitive depuis quand même 2017-2018. Et que c'est jamais évident quand on est un coach et qu'on nous dit le but c'est d'aller en playoff et éventuellement de construire une équipe qui va loin.
de donner sa chance à certains joueurs. Alors, l'année dernière, il y a Christian Brown qui a fait un peu office d'exception parce que dès sa saison rookie, même s'il a dû se faire sa place et que ça n'a pas toujours été évident et que bon, je me souviens qu'on a râlé pendant la saison des fois en se disant mais il est trop intelligent et il est trop bon en défense pour ne pas mériter une place dans la rotation. Mine de rien, il a réussi et il semblerait que Peyton Watson, pareil, qui était arrivé la saison dernière, euh, la franchise soit en train de parier gros dessus et a envie de le faire jouer beaucoup cette saison. Donc bon, on peut imaginer que, étant donné qu'il y a eu des départs non remplacés et que, on en parlera plus tard, on est assez sceptique sur certains joueurs appréhendés pour les remplacer comme Ricky Jackson, que ces joueurs-là auront au moins l'opportunité de se montrer. Deux fois, voilà, Mike Malone, généralement, il préfère que les joueurs ils mûrissent à l'entraînement et que, et en tout cas, il fait rappel au bout de 2, 3 saisons. Et on a eu des cas, même C'est sur un ça. joueur comme Michael Porter Jr., qui était pourtant un gros talent à développer. On pense aussi à Vlatko Cancar notamment, alors que malheureusement on ne verra que très peu cette saison, peut-être même pas du tout à cause d'une énorme blessure cette intersaison avant les mondiaux, bien malheureusement. Mais tu fais bien de citer ça et citer peut-être Reggie Jackson, qui est senti comme le meneur derrière la seconde unit. Reggie Jackson, on sait qu'on a un problème avec la seconde unit, puisque voilà, les minutes hors Jokic sont désastreuses. Alors il y a eu beaucoup de stagger la saison passée, avec notamment Jamal Murray qui prenait le relais, mais qui était quand même bien esselé, avec autour de lui beaucoup de joueurs qui n'apportaient que peu de percussion, ne drivaient que très peu, du coup peu de mouvement, peu de décalage. Ça a été très compliqué globalement de construire dans cette seconde unité. Aaron Gordon au poste 5, ça a pu régler certaines choses, mais encore une fois, si à terme ton idée c'est de mettre tous les titulaires en remplaçant et de les faire jouer 40 minutes, ce n'est quand même que très peu viable dans une optique de contender au titre et en vue de reposer quand même un petit peu tes stars. On a maintenant la solution Reggie Jackson. Reggie Jackson qui pourtant était arrivé en janvier dernier et avait pas vraiment brillé. C'est plutôt un scoreur qui aime avoir le ballon en main. Comment tu vois ça, Jérémy? Moi, j'ai été très pessimiste dans la preview vis-à-vis de Reggie Jackson. J'ai pas cité beaucoup de bons points. Comment est-ce que tu imagines cette seconde unité? Est-ce que tu vois l'aspect stagger? Est-ce que tu imagines Jalen Pickett quand même réussir à craquer la rotation? Personnellement, c'est mon plus gros espoir de ce côté-là. Et je sais que ça va être un espoir voilà, limité avec Michael Malone, malheureusement. J'avoue que Jalen Pickett, alors malheureusement, je me suis pas du tout renseigné, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais par contre, sur le cas Reggie Jackson, moi je faisais partie de ceux qui avaient été vraiment, enfin, qui avaient trouvé l'histoire plutôt cool et qui l'avaient trouvé très bon, notamment aux Clippers, je crois, en 2020-2021. Force est de constater que, et je vois dans le chat que ça disait, enfin, pour être conciliant avec lui, il a eu une saison de 2022-2023 difficile, mais en fait, c'était aussi le cas la saison d'avant. Donc ça fait en fait 2 ans qu'il est quand même sur la chute, et mine de rien, on parle d'un meneur, un meneur arrière qui a plutôt tendance à oublier ses coéquipiers, qui repose beaucoup sur sa capacité à scorer, et qui en l'occurrence, d'un point de vue scoring, ça fait 2 saisons qu'il est affreux. Du coup, je suis allé chercher un petit peu les chiffres. Il était dans le 22e percentile en 2021-2022 on va dire chez les combo guards, et il était dans le 29e la saison dernière, donc il était peut-être même moins affreux la saison dernière, avec un usage beaucoup plus faible. Et j'ai bien peur que physiquement, la descente qu'il a amorcée fasse que créer son tir, c'est de plus en plus dur. Et le problème, c'est qu'on a besoin de lui justement sur de la création parce que c'est censé être le meneur remplaçant et c'est censé être lui qui, dans le roster, a la légitimité et va avoir le rôle de reprendre certaines actions qui étaient jouées avec Bruce Brown. Donc très 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 peu optimiste et c'est pour ça que je trouve que ça fait partie des manques qui sont difficiles à remplacer. Et autant tout à l'heure je disais par exemple sur le poste de pivot derrière Nikola Jokic et DeAndre Jordan, on pourrait éventuellement aussi imaginer que Zeke Nnaji fasse un retour dans la rotation et dans ce cas-là ça peut le faire. Par contre sur le poste de meneur, n'ayant pas vu ce rookie qui vient d'arriver, je crois pas du tout au scénario où Reggie Jackson devient productif.
Est-ce que, bon ça c'est pour les grosses difficultés, hein, les gros points d'interrogation, est-ce qu'on regardera du côté des Nuggets qui posent potentiellement problème, alors qu'on salue MJKT qui rentre dans le 5, bienvenue à toi, n'hésite pas dans le chat à nous faire part de tes commentaires bien sûr. Ces deux grosses interrogations donc, que ce soit voilà, la seconde unité et l'intégration des jeunes rookies. Malone est mis dans une posture difficile par Calvin Booth parce que, on l'a dit, c'est pas sa force première à Malone, le développement des rookies, et là il va falloir bien évidemment qu'il passe par là pour pouvoir l'intégrer. Donc ce sera les deux choses qu'on regardera. À côté de ça, il y a quand même des valeurs sûres, notamment du côté du 5 majeur bien sûr des Nuggets qui devraient pouvoir réussir à créer des avances assez fortes en tout cas pour pouvoir justement pallier à ces difficultés-là. Dans le 5, il y a notamment Michael Porter Jr. On sait que ça fait plusieurs années qu'on parle de Michael Porter Jr. comme la troisième grosse star de ce trio des Nuggets avec Jamal Murray et Nikola Jokic. Les derniers échos et la dernière campagne de playoff, de plus en plus on parle d'un Big Three avec plus Aaron Gordon dans le jeu et un statut de star certes pour MPJ mais qui tarde à arriver. Je notifiais notamment dans la preview que ce serait peut-être la dernière année pour Michael Porter Jr. pour montrer à quel point il peut ou non élever le plafond grâce à son talent. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup, Jérémy? Je voudrais avoir ton point de vue sur l'évolution potentielle de MPJ. Avant de te répondre, je voudrais bien savoir, vu que Greg est là, par exemple, d'un extérieur, lui, comment il voit aujourd'hui Michael Porter Jr., notamment en tant qu'équipe qui a eu à l'affronter et qui pourrait avoir à l'affronter à nouveau. C'est quoi à quel niveau de crainte en fait il peut te générer ce joueur? Moi, c'est un des surnoms de ma chienne parce qu'elle est souvent blessée. Ah c'est dur. C'est pas vrai, c'est une blague que j'ai fabriquée entre 20h et 21h et Elle que est très j'attendais bien. le moment opportun pour la sortir. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment pour vous chambrer. Non, c'est un joueur de l'extérieur dont on ne doute pas du talent potentiel et dont on doute par contre de sa capacité à le convertir. J'ai l'impression que c'est presque entre guillemets votre DeAndre Ayton. Il a tout pour être une star, voire même une superstar. En plus, il a une mécanique de shoot qui est vraiment incroyable à regarder. Mais son rendement sur le terrain doit être vachement frustrant pour vous. Pour nous, ça nous va très bien, hein, mais pour vous, ça doit être hyper frustrant. D'autant plus que j'ai pas l'impression qu'il soit payé avec des tickets resto. Donc, C'est un contrat max. ouais, voilà. Donc, en fait, vraiment, il y a un parallèle peut-être à faire avec DeAndre Ayton et entre le rapport qu'il a dans votre équipe vis-à-vis de son contrat et de son rendement et ce que ça donne sur le terrain. Après, vous avez la chance d'avoir Aaron Gordon. Nous, on n'avait pas ça. On avait Chris Paul très vieillissant de 38 ans et demi qui, du coup, ne vaut pas clairement à Aaron Gordon dans ce que Gordon vous a donné sur cette campagne à la fois en régulière et puis en playoff, puisque enfin, moi, ça a été mon joueur coup de cœur chez vous sur cette campagne. Mais voilà, je trouve que ça doit être hyper frustrant pour vous. Ça me fait un peu mal au cœur pour vous parce que vous avez quand même lâché des grosses billes sur lui. Et puis, dès sa draft, Denver était assez haut sur sa responsabilisation, le futur de la franchise, etc. Machin, en parallèle de Jokic. Presque autant que Jamal Murray d'ailleurs, voire presque plus à un moment. Et de l'extérieur, ouais, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que ça doit être hyper frustrant pour vous. Alors l'aspect frustration, l'aspect frustration, ça, je trouve que ça passe dans le sens où, par exemple, il a fait quand même, et c'est ce que je dis dans la preview, il a fait quand même une superbe évolution dans ses playoffs, c'est qu'il était capable de rester sur le terrain, parce que c'était encore une interrogation, c'était peut-être la plus grosse interrogation quand même du côté de Michael Porter Jr. cette saison, notamment, on allait voir justement avec ses playoffs s'il était capable défensivement de rester sur le terrain. C'est pas à toi Greg, fan des Suns, que je vais apprendre qu'il avait été complètement ciblé justement par Chris Paul il y a 2 saisons de ça, et on s'était fait démonter à cause de ça notamment, hein, même si on était beaucoup trop court quoi qu'il arrivait, mais c'était d'autant plus flagrant. Il a fait d'énormes progrès défensifs là-dessus et c'était déjà un immense soulagement du côté Denver, et c'est ce qui fait qu'on a pu aller au bout. Clairement, sans l'apport défensif d'MPJ ou alors avec un niveau défensif comme il l'avait les années précédentes, on ne va pas au titre. Donc il faut quand même... C'est vrai que, je te coupe très rapidement, Vas-y, mais c'est vas-y. vrai qu'il y avait une sorte de liane défensive qui partait de KCP jusqu'à Aaron Gordon en passant par Bruce Brown et MPJ qui était très fonctionnel. Ouais. Et qui Exactement. était très difficile à vivre pour nous, puisque comme tu l'as dit avec Jérém en début de podcast quand on abordait la situation des Suns, nous on était bloqués dans notre mi-distance, et du coup d'avoir ces 4 joueurs-là qui mettent des pressions phénoménales sur nos joueurs à mi-distance,
ça a été très éprouvant et très étouffant. Donc c'est vrai que là-dessus, je comprends que vous soyez moins frustré que nous, on peut le ressentir de C'est ça. l'extérieur. C'est ça, et Ouais, puis je comprends. surtout, c'est un joueur qui a été volontaire en fait dans le fait de faire plein de petites choses que voilà, une superstar aurait pu Ouais. rechigner à, etc. Donc du côté comportement et du côté évolution, il y a quand même de belles choses du côté de Michael Porter Jr. Après, c'est vraiment l'aspect plafond offensif, et effectivement, ça va devenir frustrant, hein, parce que une fois qu'on a mis ça de côté, en fait, avec son contrat, ça nous bloque potentiellement si il va pas un petit peu plus loin. On l'a dit, Jérémy, un nombre de fois, c'est incalculable. L'évolution pour lui, c'est peut-être sur le dribble avant tout, pour pouvoir peut-être aller au drive et pour pouvoir ajouter au shoot la menace sur spot-up vers le panier, notamment sur des close-out un petit peu agressifs. Est-ce que tu y crois? Vu qu'on parlait de frustration, notamment Greg, moi, il y a un match dans ces playoffs. Je pense que tu vas voir où je veux en venir. C'est contre les Wolves, et je pourrais pas dire si c'est le 2, le 3, le 4. Où soudainement, dans le cours d'un match, on a vu Porter Junior aller faire du 1 contre 1, on l'a vu prendre des pics et scorer avec une facilité qui était étonnante. Et soudainement, je me suis dit, mais si en fait tout ce temps, il avait pu le faire et qu'en fait c'est juste on lui avait pas laissé le faire. Et le truc c'est qu'on l'a pas revu des playoffs faire ça. Et donc, bah, reste cette question qu'on se pose maintenant depuis 5 ans, c'est si on donne la balle à Michael Porter Jr. Et qu'on lui dit vas-y fais des hand-off, vas-y même fais du pick and roll, sait-on jamais, est-ce que son handle a en fait progressé et on l'a pas vu? Et est-ce qu'il y a une fenêtre pour lui pour finalement devenir une sorte de troisième créateur derrière Jokic et Jamal Murray? Honnêtement, j'ai pas la réponse. On l'a vu le temps d'un flash en playoff et le temps d'un flash très court. J'aimerais à croire que Malone va lui donner cette opportunité et qu'on aura enfin notre réponse cette saison. Parce que sinon, c'est vrai que tu parlais notamment d'Aaron Gordon. Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Aaron Gordon, il apporte beaucoup plus de flexibilité à Denver que Michael Porter Jr. Or, Michael Porter Jr., c'est celui qui a été honoré de ce troisième contrat max. Honnêtement, je pense que en fait, la réponse, bah, c'est on verra cette saison. Mais en tous les cas, si il arrivait à débloquer cette partie de son potentiel, alors le départ par exemple d'un Bruce Brown serait beaucoup moins problématique, par exemple. Mais pour ça, bah, va falloir attendre encore quelques mois, je pense. Toute petite question, si tu me permets, Vas-y, vas-y, bien sûr. Clément, pour vous deux, mais sur ce que tu viens de dire, Jérémy, c'est vachement intéressant. Et après, je vous laisse. Après, je vous abandonne. Mais euh, tu penses que c'est lié au fait que Michael Porter Jr. soit inhibé par un facteur intérieur, de la confiance en lui, par exemple, ou c'est un facteur extérieur et il reste docile vis-à-vis des tactiques et des consignes de Mike Malone et se refuse un peu en tout cas, non, pas se refuse, mais obéit aux consignes de Mike Malone qui lui disent non, écoute, le système offensif est un système collectif et tu prends pas le jeu à ton compte. Tu penses que ça vient d'où? Bah, alors, je pense qu'il faut rappeler que, en fait, quand on draft Michael Porter Jr., avant les blessures au dos qu'il a eues, c'était un joueur qui était pressenti à être un premier choix de draft. Il était pressenti Oui, à être je me pris au souviens, même ouais. titre qu'Ayton, etc. Et donc, je pense que lui, quand il est arrivé à NBA, dans sa tête, il allait avoir ce genre de choses. Et il a été, je pense, beaucoup rattrapé par la patrouille, par les coachs, et notamment Mike Malone, qui lui disait, non, tu as un rôle à jouer. Il y a Jokic, il y a Murray, toi, c'est pas ton rôle, fais ce que tu fais de mieux. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il a dû s'adapter et ça a pris des années d'accepter que bah, il n'aurait pas les ballons, etc. Et après, il y a un autre truc, et ça, on a pu l'observer, c'est que mine de rien, on a vu par exemple entre les opérations et entre les blessures, par exemple un porteur junior qui des fois hésitait à aller au contact, hésitait à aller vers le cercle. Et donc, je pense qu'il y a un peu un double facteur. Il y a beaucoup le facteur Malone, et puis il y a aussi le facteur de des fois, bah en fait pour lui c'est plus pratique de prendre un jump shot que de se dire je vais aller finir dans le trafic au risque de me blesser parce que j'ai quand même une appréhension, c'est que j'en suis à deux voire trois, je crois que c'est trois non, opérations de judo quoi. Et, 3, et ouais. donc possiblement que pour lui aussi, c'est pas évident d'aller faire ce genre de move et du coup, bah, quand tu es coach, que tu vois cette appréhension-là, ça t'encourage pas non Ouais, plus à bien dire bon, sûr. allez, vas-y, maintenant tu y vas, quoi. Ouais, ok, je vois, Et, ouais, super clair. et du Très coup, il y bien, a mais merci beaucoup. Non, et du coup, il y a deux choses pour moi qui peut-être sont du coup des bons signes pour cette saison vis-à-vis de ça. C'est que première intersaison où il est sain et en santé, en fait, Michael Porter Jr., depuis très longtemps. Donc, il est dans la meilleure forme de sa vie. Malheureusement, elle n'a pas été incroyable jusque-là. Donc, peut-être qu'il ait des réassurances physiques, enfin, un petit peu.
Deuxième chose, la problématique de la seconde unit, ça pourrait peut-être passer par donner des répétitions à Michael Porter Jr. Sur du pick and roll, sur un petit peu plus d'initiation individuelle. On espère que Michael Malone évoluera. Là-dessus, nous on a été très critiques, Jérémy et moi, sur Malone tout au long de son parcours avec Denver. Il faut aussi, moi je fais un petit peu, je ne sais pas si Jérémy le fera ou non, mais en tout cas pour ma part je fais un petit peu un mea culpa aussi parce que moi j'ai failli d'ailleurs, j'ai pas eu le temps mais j'aurais aimé même écrire un article dessus chez QI pour dire que les coachs aussi évoluent en parlant de l'évolution de Malone justement parce que j'ai été critique sur bien des choses vis-à-vis de Malone et bien des choses qu'il a su au fil du temps corriger. Ces derniers playoffs ont été la parfaite image de cela puisque on critiquait souvent en fait le fait qu'il était à retardement dans ses ajustements, qui mettait toujours 2-3 matchs avant de s'ajuster et que du coup ça nous coûtait bien des séries ou alors que ça nous mettait réellement en danger là où on aurait pu peut-être tenter des choses plus rapidement. Il a fait des playoffs incroyable je trouve à ce niveau-là dans l'adaptation. Il y a d'ailleurs même surtout, alors je pense que c'est tout le coaching staff aussi qu'il faut récompenser encore une fois, je pense notamment à David Adelman qui fait un énorme boulot derrière lui, mais je pense même qu'on était largement préparé, c'est-à-dire que des fois on anticipait les ajustements à venir de l'équipe adverse et on était prêt même dans les matchs. Ça y est, il va mettre 4 matchs à voir la solution. Et c'était vraiment, je pense que ça a fait quand même une énorme différence sur ce run de playoff. Et je me dis, bon, s'il a été capable de faire ça, s'il a été capable de se remettre en question, d'arriver à évoluer, peut-être qu'on peut avoir l'espoir aussi qu'on puisse voir de nouvelles choses du côté de Mike Malone. On l'espère en tout cas, notamment du côté de Michael Porter Jr. Je ne sais pas si tu te joins à moi, Jérémy, vis-à-vis de Malone par rapport à cette évolution. Il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, il a fait des playoffs qui sont très propres. Et je trouve qu'on arrivait dans les séries à chaque fois avec un plan défensif qui était vraiment très bien adapté à l'adversaire et qui était très satisfaisant. Et ça s'est vu d'ailleurs généralement dans les séries, c'est que hormis la série contre le Heat où Spoelstra s'est adapté tellement vite que ça a posé des problèmes, dans toutes les autres séries, les 2 premiers matchs, il n'y avait pas vraiment de match. Et à chaque fois, le temps que les équipes trouvent la solution au plan défensif des Nuggets, finalement, il y avait déjà 2-0 et c'était plutôt très confortable. Après, je pense qu'il faut quand même prendre quelque chose en compte, c'est que finalement, il n'a pas été mis en difficulté en étant mené à un moment donné. Il n'a pas été mis en difficulté par des plans de jeu qui étaient vraiment disruptifs, soit parce que Denver était supérieur, par exemple, contre les Wolves. Contre les Suns, les Suns c'était plus court que les Nuggets, et donc du coup, c'était quand même plus s'adapter pour Monty Williams que pour Mike Malone. La série qui nous faisait peur, c'était les Lakers. Et en fait, j'ai plus l'impression que c'est Anthony Davis et LeBron James qui est trop court physiquement pour vraiment venir nous challenger. Et après, le Heat, oui, nous a challengé tactiquement, mais je trouvais l'effectif aussi pas du niveau de celui de Denver. Donc, Mike Malone a évolué et on l'a vu avec d'autres coachs. On l'a vu avec Mike Brown, par exemple, cette année, qui a été excellent à Sacramento. Maintenant, j'attends de voir sur une série de playoffs où Denver n'a pas la même marge si effectivement il s'adaptera comme il faut et ça sera aussi tranchant que certains des meilleurs coachs NBA. J'en doute encore, quoi. Vous êtes vachement sceptique, hein? J'allais dire justement, on est les deux pessimistes. Pour finir, comment toi tu vois les chances potentielles de repeat à Denver? Comment est-ce que tu imagines ça? Moi je pense qu'on est très sceptique parce qu'on est très critique vis-à-vis de notre équipe. Je pense que pour la conclusion, je serais un petit peu plus optimiste et un petit peu plus âgé à ça. Mais du coup, toi, en tant que fan extérieur, comment tu vois cette équipe à l'aune de cette saison et en tant que championne? Est-ce que tu vois vraiment des chances de repeat de notre côté? Déjà, vous avez quelque chose que n'a pas le reste de la NBA, c'est le meilleur joueur et de loin de la ligue. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Vous l'avez pas dit, mais bon, avoir Nikola Jokic dans son équipe, tu vois, ça facilite quand même beaucoup de choses. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans votre équipe, c'est sa capacité à... Enfin, sans doute qu'elle n'en avait rien à faire finalement, mais j'ai beaucoup aimé le fait que le terrain et Nikola Jokic, le jeu de Nikola Jokic et autour de lui des Denver Nuggets et Mike Malone, etc., et donné 100% tort aux théories des hot takes qui veulent qu'une équipe qui n'est pas bonne défensivement et avec un pivot qui n'est pas élite en défense ne va jamais au titre. Et en fait, moi, rien que pour ça, j'étais content pour vous que ça aille au bout. J'en avais marre d'entendre que les Nuggets n'étaient pas une équipe de play-off, que Nikola Jokic n'était pas un joueur de play-off, etc. Enfin, on voyait que ça tenait à rien.
Et en plus, ça va jamais aussi loin que le bout du nez qui veut que le facteur chance et opportunité n'ait pas d'importance dans la NBA, alors qu'il en a une absolument gigantesque dans le succès d'une équipe ou d'une autre dans cette compétition. Et en fait, moi je pense qu'à partir du moment où vous avez Jokic, Murray, Gordon, cet axe de 3 joueurs fiables, présents aussi, c'est un facteur qui est important dans votre effectif. Et ensuite, des joueurs autour qui trouvent leur rôle et qui développent des compétences clés. Je pense que vous êtes quand même assez aisément qualifiable de contender plus, voire de favori. Je vois tout à fait Nikola Jokic reprendre un MVP, ce qui lui fera donc son 4e consécutif. Et moi, j'ai du mal à ne pas vous voir en finale de conférence Ouest. Maintenant, la vie, c'est compliqué. La route est longue. Il y a toujours les blessures. Il y a toujours les blessures. Non, mais c'est surtout que je trouve qu'il y a un paquet d'équipes en haut de la conférence Ouest qui est très ramassé. Et je dirais 4 équipes, à peu près 4-5 équipes, et derrière lesquelles il y a 2 autres équipes qui peuvent très bien semer le trouble. Donc les 4 équipes en tête, pour moi, c'est Lakers, Clippers, Nuggets, Suns. Et puis derrière, tu rajoutes les Kings et les Warriors qui peuvent vraiment venir être disruptifs. Et du coup, tu as ces 5-6 équipes qui peuvent... Enfin, moi, tu me mets n'importe qui premier, en vrai. Tu ne peux pas crier au scandale, et tu me mets n'importe qui de ces 4 équipes en finale de conférence. Tu ne pourrais pas non plus crier au scandale à partir du moment où tout le monde est en forme et tout le monde a ses cannes et son effectif en pleine santé. Maintenant, je ne vois pas Denver être minimum top 2 ou top 3 de la conférence Ouest et continuer de rouler au moins sur le premier et le deuxième tour des playoffs. Et puis, de manière générale, ouais, je vous trouve assez pessimiste, mais c'est peut-être, encore une fois, parce que je connais moins la réalité de ce que c'est que la franchise des Nuggets que celle des Suns, par exemple. Mais voilà, je vous trouve dur. Moi, je vous vois toujours comme le père Fouettard qui va nous casser la gueule sur au moins 3 matchs de playoffs sans aucun problème, tu vois. Et j'ai très hâte, hein, parce que c'est souvent les séries que je préfère, parce que vous avez une équipe qui joue un beau basket des 2 côtés du terrain. Donc j'ai très hâte, mais bon. Je vous accompagne pas sur le pessimisme. Non, mais t'as raison. Avec N5, on est connu pour notre pessimisme. Donc il faut qu'on soit à la hauteur de notre réputation. Après, il y a aussi, encore une fois, il y a le prisme aussi un petit peu de... On a tendance à parler des choses qui vont mal. Voilà, en fait, on parle plus de Jokic, on parle plus du 5 majeur qui est incroyable, on parle plus de notre connexion, parce qu'en fait, il y a un aspect et continuité, et donc du coup, c'est moins intéressant peut-être de le notifier. Et du coup, nous, infernal, tu sais que c'est infernal. Non, mais... La continuité et l'alchimie que vous avez, j'ai encore regardé sur Sportrack tout à l'heure les contrats, etc. Il n'y a personne qui se barre jamais dans cette franchise. C'est ce qui nous... C'est ce qu'on nous disait. C'est terrible. Jusqu'à 2027, on est coincé avec vous en finale de conférence. On le sait, tu vois. C'est ce qu'on nous disait. Le 5 majeur, il est très fort. C'est Joe Wubi qui nous dit ça dans le chat. Io Tsushima aussi qui nous dit les Clippers sont dommageables, certes, mais le starting 5 est trop fort. On nous parle du fait que effectivement, en fait, le corps est sécurisé pendant des années. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, on le rappelle pas avec Jérémy parce qu'on le sait. Donc du coup, on s'attache vraiment aux critiques et ça nous fait passer pour des grands pessimistes, mais effectivement en fait moi je suis assez aussi optimiste dans le sens où je pense que si on n'a pas de problème de santé, bah là, comme toutes les autres équipes, mais effectivement on a un 5 qui est extrêmement fort, qui a des systèmes offensifs, moi je pense, qui sont encore à mettre en difficulté. Je pense que si on n'a pas été en difficulté, certes, c'est aussi pour une raison, c'est-à-dire que une fois que tu arrives à locker un petit peu Aaron Gordon, mais le two-man game à côté de Jamal Murray, Jokic, il est... Voilà, c'est impossible à limiter. Si tu arrives à le limiter, c'est Aaron Gordon ou les autres qui ont des mismatchs permanents, etc. Ouais. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est quand même un luxe incroyable d'avoir ça. Et moi, j'avoue que la SR, je me fais plus trop de soucis. Et que j'avoue que les playoffs, là, moi, c'est pour ça que j'accède vraiment ça sur la preview. Je trouve que si je crois en Christian Brown au relais de Bruce Brown, Peyton Watson, je trouve que c'est beaucoup s'avancer que de dire qu'il va forcément réussir à nous apporter autant que Christian Brown nous apportait dans son rôle en décalé, parce que on l'a vu 3 matchs, et donc que du coup il y a beaucoup de choses, il est encore très brut, il est encore très jeune, donc je suis pas tout à fait sûr cette saison, on verra, et du coup je dis que voilà, c'est très important pour les rôles 7, 8, 9, mais peut-être que rien qu'avec le 5 et Christian Brown, ça
pourra peut-être être suffisant en fait. Et c'est là où aussi il faut qu'on accepte aussi le luxe que c'est actuellement d'être supporter des Denver Nuggets, parce que Nikola Jokic est le meilleur joueur du monde, parce que on a un groupe à côté qui est ultra complémentaire, et comme à la continuité dont tu parlais, Greg, hein, qui fait que ils se connaissent sur les doigts d'une main et que du coup ça glisse quand même assez incroyablement offensivement, où il n'y a vraiment aucun accro. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à notre crédit et qui nous place dans une position malgré tout de favori quoi qu'il arrive. Et ça c'est très très kiffant, et on ne boude pas notre plaisir, croyez-le. On veut pas faire les fines bouches, on est très conscient de ça, et ça c'est un plaisir de tous les instants. Jérémy, je te laisse peut-être du coup ce mot de la fin pour Denver, et comment tu vois nos chances peut-être de back-to-back vis-à-vis de ça. Alors, moi, j'aime pas trop m'engager ce genre de truc en début de saison, parce que je sais que 82 matchs, il peut se passer plein de choses. Et on l'a vu avec Denver, on a quand même connu 2 saisons de playoffs où on savait dès le début que c'était mort parce qu'il manquait des joueurs majeurs. Mais du point de vue de ce qu'est l'équipe en l'état actuel, pour moi, le 5 de départ des Nuggets, c'est le 5 de départ le plus fonctionnel de la NBA. Et en fait, une fois que tu arrives en playoff, il y a quand même 2 forces que les Nuggets ont et que peu d'équipes ont. C'est à la fois d'avoir Jamal Murray qui en fait va jouer à un niveau bien supérieur une fois arrivé en playoff, parce que visiblement la saison régulière ne l'intéresse pas des masses, et qu'en fait il a une réserve de 6-7 points qu'il peut apporter par match et sans perte d'efficacité, qui mine de rien fait des Nuggets un contender. Et la deuxième chose, c'est que Nikola Jokic, c'est un des seuls joueurs de l'histoire de la NBA qui devient plus efficace au fur et à mesure que la série s'éternise. Et ça, je crois que dans les stats, il y a peut-être LeBron James et Magic Johnson. Je crois que c'est les 3 seuls joueurs de l'histoire qui, plus une série s'éternise, et plus ils vont être forts, et plus ils vont peser statistiquement, parce qu'en fait, il a une capacité à comprendre ce qui se passe sur un terrain et à comprendre comment démolir une défense qui est un petit peu sans pareil. Et ça fait à soi seul, voilà, de Denver, un contender, comme le dit Greg, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, bah voilà, comme tu dis N5, on s'est un peu focalisé sur qu'est-ce qu'on est par rapport à l'année dernière. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière et les certitudes qu'on avait, moi je trouve que le départ de Bruce Brown, il n'est pas remplacé, et je pense pas que la trade deadline nous permettra de le remplacer. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça, mais même Jeff Green, si on n'arrive pas à avoir un Zeke Nagy qui se retrouve et qui est en forme, ou un Peyton Watson qui fait la surprise, malheureusement, on n'a pas de joueur en l'état, même si lui, pour le coup, on peut peut-être le trouver plus tard, qui fait cette 8e rotation. Et c'est dommage, mais ça fait pas de Denver effectivement une équipe qu'il faut laisser de côté. C'était pas l'idée de cette prévue. Jedi Padawan qui nous dit dans le chat: vous avez le titre, vous pouvez parader, faut assumer la pression qui va avec. Non mais oh, ça suffit de jouer plus bas. Halte à cette fausse humilité. Non mais je pense qu'on on met du temps à se mettre à jour, tu sais, Jedi Padawan, et on n'est pas encore tout à fait dans l'esprit des champions qui avons roulé sur la concurrence. C'est pas trop dans notre logiciel encore. Donc. Ouais, puis je dois dire, nous, on avait une peur panique avec N5, c'était qu'on ait Jokic et qu'on n'arrive pas à gagner le titre avec C'est vrai. cette paire la plus brillante de l'histoire de la famille. Maintenant, on a gagné le titre. Donc en vrai, on est serein et on peut regarder froidement le truc et se dire, on est peut-être un petit peu moins bon que l'année dernière, c'est pas pour autant que. Ouais, mais du coup, moi, ce sera mon mot de la fin, mais je finis Allez vous par faire une foutre. question. Je finis par une question adressée à la communauté des Nuggets et de manière générale à la communauté QI Basket. C'est: est-ce que vous pensez que les Nuggets qui ont peut-être perdu de la force cet été ont suffisamment perdu pour être au niveau des autres équipes qui, elles, se sont renforcées? Moi, je ne suis pas certain. Je pense que la manière dont vous avez peut-être perdu en qualité, elle ne vous met pas encore au niveau des équipes qui se sont renforcées. Je pense que le gap qu'il y a entre les équipes qui vous talonnent et vous n'est pas encore collé, quoi. Il reste encore un écart. Après, il y a encore la question des opportunités, des blessures, de la forme, etc., etc. On la connaît, mais votre plancher est nettement plus haut que Ouais. l'ensemble des autres équipes pour moi aujourd'hui à ce jour. Donc je pose cette question. Moi, j'ai donné ma réponse. Je pose la question à votre communauté QI Basket et à vous aussi si vous voulez y répondre. Mais voilà, c'est ma dernière take pour ce soir. Moi, je dirais, Déjà, il y a des réponses dans le chat. puisses-tu avoir raison. Moi, je l'espère. Attention, ça garantit pas le titre, hein. Non, Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais complètement. Non, mais
Moi, comme je le vois, c'est que effectivement, on avait une marge insoupçonnée. C'est-à-dire, enfin, pour moi, insoupçonnée. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser. Je pensais pas qu'on avait autant de marge en fait sur ces playoffs et peut-être l'année passée. C'est surtout ça en fait pour moi qui est peut-être la surprise où je m'imaginais pas avec autant de marge parce que c'est un effectif qu'on a peu vu en fait en santé ensemble en fait. Et donc du coup. De me dire ah oui en fait on est à ce point là, on a pu être à ce point là dominant, c'était un petit peu la surprise et un truc aussi auquel j'arrivais pas à Et il y a eu croire. plein de Alors surprises aussi, effectivement hein. ouais. Il faut le dire. Il y a quand même eu plein de surprises, c'est-à-dire que on pensait pas que Jamal allait revenir à ce niveau, on pensait Oui. pas que Michael Porter Jr. allait s'avérer viable en défense pendant toute la campagne de playoff, et on avait quand même une question en fond, c'était Aaron Gordon, on l'avait recruté pour sa défense, et en fait il était surtout brillant en attaque, et il a été absolument extraordinaire en défense, et il a muselé tous les joueurs qu'on lui a demandé de défendre, que ce soit Jimmy Butler, Kevin Durant, Karl Anthony Towns, et ça aussi, c'était, en fait il y avait des garanties qu'on a eues une fois arrivé en playoff qu'on n'avait pas avant. Et ça joue. Mais du coup, quand même, quand je lis les commentaires, que ce soit Joey Bay qui dit en gros meilleur joueur du monde, plus le joueur qui allait plus haut que le choix en playoff, plus l'expérience, plus l'ambiance, plus le coach, etc. Ou Jensen Gonza qui dit bah, qu'on avait été très positif sur l'analyse des Suns, mais qu'en fait, les Nuggets ont plus d'assurance selon lui de retourner en finale. Je pense que globalement, tout le monde est d'accord que les Nuggets, faudra compter sur eux l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus, et nous aussi, quoi. Ouais, Oui. ouais, complètement. Et en vrai, tu vois, c'est ça, c'est cette marge-là que je soupçonnais pas me fait dire que non, mais on a encore largement nos chances et effectivement, on est dans la mêlée et pas dernier et qu'il va falloir assurer ça. Et je pense on a les armes vraiment. J'ai hâte de cette saison. J'ai hâte de voir justement si on peut recréer un peu de la marge avec de nouvelles surprises. Ça va peut-être être ça plutôt le prisme. Et vous faites bien. Et Peyton le chat, Watson. et toi, Greg, ouais, avec Peyton Watson, avec d'autres, peut-être d'autres rookies, on sait-on jamais. Donc tu as très bien fait, Greg, ton rôle objectif sur la franchise. Et puis ainsi que le chat, on s'est fait un peu engueuler, mais a raison. Non, mais Et, on a l'habitude de toute façon. et Ça du va. coup, bah, on pourra, alors qu'on nous dise Trotter, Rookie of the Year, bien sûr, dans le chat, vous voyez, ça s'enflamme maintenant. Ah, il fait une super pré-saison. Il fait une montre de super jolies choses. pré-saison.